D'abord, bonjour à tous. Bonjour. Pour moi, je dois vous avouer, cette conférence commence très mal. Parce que d'habitude, j'ai toujours la même phrase d'introduction. Je dis évidemment, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et là, je ne peux pas, en même temps, je ne peux pas dire je suis ravi de ne pas être parmi vous. C'est pas bon non plus. Je ne peux pas dire non plus je ne suis pas ravi de ne pas être parmi vous. Ça ne colle pas pour le mode de présence qu'on est en train d'expérimenter. Donc je trouve qu'il y a une ironie assez extraordinaire dans cette situation, parce que je suis censé vous parler d'un mode d'image bien particulier, qui sont ces images de jeux vidéo. Et pour vous parler de ce mode d'image qui est déjà suffisamment étrange, je le fais à travers un mode d'image qui est aussi extrêmement particulier, qui est cette image webcam. Alors, malgré tout, je ne suis pas là, si je suis là sans être là, c'est pour cause d'inauguration de l'exposition jeux vidéo à la Cité des Sciences qui avait lieu hier soir et qui m'empêchait d'être là ce matin. Je suis l'un des commissaires scientifiques de cette exposition et j'en profite pour saluer Simon Bachelier qui est peut-être dans la salle et qui a été une des personnes à l'origine de ce projet. Donc je regrette vraiment de ne pas être là en personne parmi vous, d'autant que Yannick Fernet a concocté un programme absolument formidable et j'aurais aimé participer directement aux discussions. Donc je le disais, l'ironie pour moi de cette présentation ce matin, c'est de faire une conférence sur un certain genre d'image en produisant moi-même une image avec un statut bizarre, un statut particulier. Alors, ce que vous avez devant vous, je suppose que vous voyez cette espèce de tête parlante qui s'agite avec vos de cheveux et de barbe. Cette image, c'est pas encore une image de jeu vidéo, et en même temps, c'est déjà une image numérique, c'est déjà une image actionnable, parce qu'on pourrait la bidouiller. Alors j'ai renoncé à faire, pour ne pas faire sauter le Skype, essayer de... Normalement, là, vous devriez me voir affublé d'une tête ridicule, déguisé en Super Mario Bros, quelque chose comme ça, des choses qu'on peut faire à la volée sur la webcam, mais je ne peux pas faire là, pour être sûr que ça marche et que ça tienne. Donc cette image-là que vous avez en face, c'est pas encore une image de jeu vidéo, mais c'est une image qui pourrait être jouable, si je m'essayais à la jouer, et qui rappelle la thèse de Stéphane Diane, ce qu'il appelle le caractère ludogène du numérique. Cette image, je pourrais la modifier à la volonté et en faire des choses importantes. Et c'est aussi pour moi un mode de présence particulier, d'être là, sans être là, en me voyant vous regarder. Une situation tout à fait étrange qui rappelle ce que Benjamin, Walter Benjamin pouvait dire de la situation de l'acteur de théâtre quand il passe devant la caméra, et la caméra est un appareil qui fonctionne comme un appareil non seulement d'enregistrement mais aussi de test. Donc je suis dans cette situation technique étrange de test. Donc voilà l'entrée en matière que je vais faire pour réfléchir ensemble à cette question qu'est-ce qu'une image de jeu vidéo. Je passe maintenant sur le PowerPoint ou la présentation, voilà, qui s'affiche à l'écran, je l'espère. Un petit signe pour me dire que tout fonctionne. C'est bon. Ça marche. Ok, merci. Donc, pour réfléchir ensemble à cette question, qu'est-ce qu'une image de jeu vidéo, je vous propose trois indices, trois mots-clés pour penser cette image et qui recoupent beaucoup de choses que tu présentais tout à l'heure, Yannick, à propos de cette matinée et du programme à venir. Le premier élément, c'est ce qu'on pourrait appeler la désunion. Voilà des images de jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette diversité d'images? Et j'essaierai de vous montrer cette diversité, elle passe à la fois, je crois, entre les différents régimes d'images. Vous voyez ici de la 3D, vous voyez de la 2D, vous voyez différentes 2D, vous voyez peut-être du texte, un vieux jeu d'aventure en mode texte, ou ça, qui entre nom d'image désignée et image com. Donc, à la fois une très grande diversité des images, et aussi une diversité à l'intérieur de l'image et dans le mode de composition des images. Premier aspect, l'image désignée. Deuxième aspect, ce que j'appelle ici l'image code, c'est-à-dire que cette image, comme tu le rappelais, elle est produite par une machine particulière, qui est l'ordinateur, et elle est produite à partir d'un programme, c'est-à-dire d'un ensemble de signes
Ce qui ouvre probablement un. Tu nous entends, Mathieu? Avec rapport à l'image du spectateur dans la salle de cinéma, et qui a un rapport sur ce qu'on appelle l'affairement, avec le comité d'affairement, et de rappeler ces dimensions-là. Et puis il y a un troisième aspect, et ça fera sans doute écho à la communication qui vient juste après cette question, si j'ai bien suivi le programme, la question des mouvements. C'est-à-dire que je crois que c'est ce sur quoi je travaille actuellement un peu plus. Cette image de jeu vidéo, c'est une image qui ouvre entre eux à une mobilité, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements dans l'image qui appellent des mouvements en retour de la part de ceux qui jouent. Donc, l'image de jeu vidéo, on peut aussi l'analyser sous cet angle disons, de rythme analyse, comme une composition de mouvements, une combinaison de mouvements entre le corps joué à l'écran, le corps jouant hors de l'écran. Ce troisième temps nous amènera hors de l'écran et hors de la simple question représentationnelle des images, que les images représentent, pour essayer de comprendre leur mode de fonctionnement, j'avais dit, mais aussi peut-être les gammes voilà, ça fonctionne. C'est bon. Donc, le fait premier, excusez-moi, je reprends, le fait premier peut-être avec lequel on a affaire en matière d'image de jeux vidéo, c'est cette diversité. Et c'est cet éclatement entre différents régimes d'image, de la 2D, de la 3D, différentes formes de 2D, différentes formes de 3D, éventuellement des images qui n'en sont pas, ou qui sont des images, où c'est du texte qui est représenté. Donc, je vais essayer de mettre ici un échantillon de cette diversité avec laquelle on a affaire. Et au-delà même du jeu vidéo, je crois que nous sommes confrontés aujourd'hui à des images qui sont des images entières, qui sont du quasi du jeu vidéo. Peut-être la conférence en est une image entière, une image numérique qui ressemble à du jeu vidéo par certains aspects, qui n'est pas du jeu vidéo par d'autres aspects. Mais il y a une foule d'images qui répondraient à ce critère, je pense, par exemple, à ce que Grégoire Chamaillou peut dire des drones et des opérateurs de drones dans sa théorie des drones, dans ce livre, dans lequel il y a ce que c'est que l'image de drone, c'est une image actionnable, à la manière d'une image de jeu vidéo, simplement, c'est une image actionnable qui est une image directement létale, directement mortelle, ce n'est pas le cas des images de jeux vidéo encore heureux. Et c'est aussi une image qui est une image vidéo, actionnée à distance. C'est différent de la situation des jeux vidéo. Aujourd'hui, on peut faire peut-être une hypothèse, en tout cas j'emprunte une hypothèse, c'est-à-dire que nous vivons probablement un moment d'éclatement des régimes d'image, dont les jeux vidéo sont l'un des meilleurs emblèmes de cet éclatement des régimes d'image. Je reprends cette hypothèse de l'éclatement au texte, un texte que j'adore, qui est le texte de Raymond Bellour, qui s'appelle Le corps du cinéma, un texte que Georges Avignon m'a fait découvrir, et qui est l'un des intervenants de ce colloque. Donc je lui en suis très, très reconnaissant. Et dans ce texte, Bellour explique la chose suivante, c'est la situation que vous avez, j'espère à l'écran. Il explique la chose suivante, c'est que l'invention du cinéma se fait par cristallisation d'un ensemble déjà extrêmement divers de dispositifs de vision ou de système d'image. Et on peut se dire aujourd'hui que cette cristallisation, à travers une image majoritaire qui serait l'image fine, éclate à nouveau en une multiplicité de régimes d'image. Voilà. Alors, si on essaie de penser comme ça, l'un par l'autre, c'est-à-dire la situation des images de jeux vidéo par rapport à la situation des images de cinéma, je crois qu'on peut se dire deux choses. Il me semble que l'image de jeux vidéo, elle n'a pas cette cristallisation. C'est-à-dire elle est non cristallisée, elle reste éclatée dans des régimes et dans des dispositifs très différents. Et on peut aussi dire autre chose à partir de Bellour, et à partir de ces hypothèses à lui, c'est ce que je vais essayer de faire tout de suite. On peut dire autre chose, c'est-à-dire que l'image de jeu vidéo, elle est non seulement éclatée et diverse, mais elle est elle-même dans sa composition hétérogène, et elle récupère des choses qui sont du préfilmique, des choses qui viennent de régimes d'images antérieurs. Ah, excusez-moi, je ne sais pas si c'est... Non. Allô? Pas du tout. Ce n'était pas.
ce dessin pas vous. Donc, cette composition de dispositifs hétérogènes. Peut-être que dans la diversité des régimes d'images aujourd'hui, on a des effets de retour du reflet, de retour d'éléments anciens. L'exemple de cela, c'est ce que vous avez ici à l'écran, c'est-à-dire c'est une des premières vues lumière, ça. Les rameurs. C'est ça. Quand je montre cette vue lumière à mes étudiants, ils me disent mais c'est pris avec quoi? Avec une GoPro? Ou c'est pris avec un téléphone portable? On a l'impression de voir une image qui est typiquement une image d'aujourd'hui. Si je leur montre le repas de télé, cette vue lumière que vous avez peut-être en tête, on a l'impression à ce moment-là de voir quelque chose comme une vidéo YouTube. Donc, dans l'éclatement des images et des régimes d'images aujourd'hui, on voit aussi ressurgir des briques anciennes qui avaient été avalées, cultivées, sans doute par le dispositif cinématographique, et dans ce grand éclatement reviennent des formes anciennes d'images. Il y a cette formule que j'aime beaucoup de Paul Stutzmann, qui intervient aussi, qui fait son rapport d'étonnement en fin d'après-midi, dans le livre Voir les jeux vidéo, qui est dirigé par Elsa Poitier et Savignan, qui disait si, c'est une vieille métaphore, si le cinéma est une maison, le jeu vidéo est plutôt de l'ordre du terrain vague, c'est-à-dire de la dispersion, sans doute sans les fondations de l'image finie. Alors, essayons de poursuivre un tout petit peu l'analyse dans ce sens-là, du côté de la désunion. Je prends ici les 5 lignées que Bellour mentionne à l'origine du cinéma ou dans la composition du cinéma, et ce que je vais essayer de faire, c'est de vous les présenter succinctement, et de voir dans quelle mesure elles sont encore actives ou pas, ou comment est-ce qu'elles sont déplacées dans cette autre forme d'image en mouvement qui est l'image de jeux vidéo. Je fais cependant une petite remarque incidente avant de commencer ce travail de décryptage des inclinaisons techniques, parce que l'image que vous avez à l'écran, sur votre écran, je l'espère, et peut-être un peu une image étrange, c'est un dispositif de vision particulier, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, qui s'appelle la Dream Machine, la machine à rêve, et on a son inventeur qui est Brian Geizing, qui pratique cette machine à rêve. Qu'est-ce que c'est que cette machine à rêve? C'est un dispositif de technotrance. On peut appeler ça comme ça, des années 60. Geizing a beaucoup expérimenté avec Burroughs. Et c'était l'idée d'avoir, à partir du scintillement, à partir des effets de figure, de produire des images hallucinogènes, qui seraient l'équivalent de LSD. Si j'ai mis cette image derrière, c'est que ça touche à un point qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire l'idée que, actuellement, l'idée que l'image de jeu vidéo et sa production, on la pense peut-être de manière trop serrée et trop restreinte quand on réfléchit aux lignées techniques. C'est-à-dire évidemment, il y a des choses que l'on ne peut pas manquer. Il y a la question de l'informatique, théorique, aussi la question peut-être de la réalité virtuelle, qui est une manière de fabriquer des images à partir des ordinateurs. Il y a aussi toute la question, évidemment, du parc d'attraction, des dispositifs d'amusement électromécanique, qui rentrent dans la composition de l'images vidéo. Souvent, quand on raconte de dispositifs jeux vidéo, on prend cette technique. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que je crois qu'on a là aujourd'hui, on n'ouvre pas assez. Quand on s'en tient à l'électrotechnique et informatique, on manque des éléments de composition de l'image de jeux vidéo, on manque des éléments archaïques et anciens, sur lesquels je vais venir, mais on manque aussi, par exemple, tous ces dispositifs de technotrance qui sont typiques des années 60 et qui visaient à produire des états hallucinés avec des machines. Qu'est-ce que c'est que les jeux vidéo? Sinon peut-être le seul dispositif de technotrance des années 60 qui a réussi à s'imposer et à imposer un rapport particulier d'engagement avec les images. Je n'en dis pas plus sur cette lignée technique-là. Je reviens à la composition de l'image. Bon, les 5 éléments que met en avant Bellour, ils sont évidents. Voilà. La composition du dispositif cinéma, la question de la projection frontale avec un fixe, c'est-à-dire une différence entre la scène, l'écran et la salle. C'est-à-dire, sans doute notre situation actuellement, avec ce que ne vous ne vivez pas, et du cinéma aussi, un différentiel de luminosité, une trouée lumineuse et vibrante dans l'obscurité, c'est ça d'abord la situation filmique, et ça existe dans plein de dispositifs du 19e siècle, la chimie, la lanterne magique, mais aussi la
photogramme et la décomposition du mouvement, arrêt et collectif. Troisième élément, la question des dispositifs de vision circulaire. Alors, il y en a plein, le praxinoscope, le zone, les plus connus, c'est sans doute les panoramas, dans lesquels on peut se promener dans une image en global. Et bien, on dit cette vision circulaire, elle est des dispositifs de vision, des spectacles musées de cire, mais aussi de la forme parisienne, qui est un des lieux les plus visités, où on voit la question du corps en relief, élément que le cinéma reprend sur le plan de la vie. Et dernier élément caractéristique du cinéma, la capacité à simuler des dispositifs de vision antérieure et à les récupérer, y compris des formes de vision particulières, de vision technique, de vision mécanique, qui sont liées au train, qui sont liées au voyage. Vous voyez, d'une manière d'ouvrir de façon très très large la composition du dispositif du cinéma. Prenons ça comme ça pour voir ce qu'il y a dans les jeux vidéo, ce que les jeux vidéo font de cette composition-là, et qu'elle se rapproche. Vous avez derrière l'image d'un panorama, celui de le panorama Bourbaki à l'hiver, une immense scène de bataille, il y a un panorama dans lequel on peut se promener librement, et devant on a des dieux rapports. On va parler sur cette image au premier plan, c'est-à-dire des représentations en 3 dimensions qui produisent un effet de perte de repère. Alors, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui disparaît de cette composition du dispositif cinéma dans l'image de jeu vidéo? De quoi est-elle faite, de quoi est-elle composée? Il y a des choses qui se maintiennent, à l'évidence, et on pourrait parler d'une forme d'intensification des logiques de l'image filmique en jeu vidéo. Qu'est-ce qui s'intensifie? La première chose, c'est peut-être la question de la mobilité. Par exemple, si on pense le rapport entre le cinéma et le panorama, en jeu vidéo, on a un retour de la mobilité du promeneur dans l'image, qui était la position du panorama. Et si je vous invite à le faire, si vous allez dans les panoramas, et ceux qui représentent des batailles, car le panorama ne peut pas être dans ces panoramas, on vit quelque chose comme des scènes de Call of Duty. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de naviguer dans l'espace d'une bataille. C'est un terme de jeu à la manière de Medal ce genre d'expérience immersive de la bataille que le panorama cherchait déjà. Ce que fait le jeu vidéo par rapport au cinéma, c'est qu'à nouveau, il libère la mobilité du regard et la possibilité de se déplacer à son souhait dans l'espace de la bataille. Donc, un retour de la mobilité du promeneur au sein du panorama dans l'image mobile de jeux vidéo. Deuxième élément sur lequel évidemment on peut voir une intensification, c'est la question de l'aide, c'est la question de la modélisation, peut-être en 3D des corps panoramiques. Vous savez, panoramique, le musée de cire, le mention, éventuellement la forme. Troisième élément d'intensification, la capacité à simuler des dispositifs de vision antérieure. Voilà ça quelque chose que les jeux vidéo font, puisqu'ils sont capables d'intégrer des éléments en particulier de cinéma ou de qualité cinéma avec des cinématiques. Plus intéressant peut-être pour nous, les différences. Là où ça n'est plus le même régime d'image. Il y a deux choses. Une petite, une grande. La petite différence, mais elle n'est pas négligeable, je crois que c'est la question de la projection frontale. Et c'est quelque chose qui est conservé. La trou est lumineuse, avec l'effet de fascination qu'elle produit. Dans voir les jeux vidéo, de mémoire, Paul Stillman compare l'écran de jeux vidéo à un distributeur de bonbons. Il focalise comme ça l'addition et le désir. Il y a des peines, il y a des lumières, il y a des couleurs, il y a cette espèce de mobilité. Ça, c'est conservé, mais sans doute avec une individualisation de l'écran. L'écran se rapproche du regard, se rapproche du visage. À la DS ou aux consoles mobiles qui font cet effet comme ça de rapprochement de l'écran. On retrouve des dispositifs du 19e siècle. Le notographe, au parler des mots, c'est un dispositif pour noter ces rêves dans lesquels on peut écrire la info. Donc, individualisation d'écran. Et puis la deuxième grande différence, évidemment, c'est l'abolition du photogramme. C'est-à-dire la question de la décomposition du mouvement. Or, chez Bellour, le photogramme, dans l'expérience du cinéma, c'est quelque chose de décisif parce que ça engage un certain rapport, bien fois, au fantôme, à la mort, à l'arrêt. C'est-à-dire que le cinéma représente la vie dans toute sa vitalité, mais il le représente à partir de ces coupes qui sont autant d'arrêts complètement différents. D'où, dans l'histoire de la photographie, toute la fascination, sans doute,
On est avec le vidéo, on sort de ce régime d'image-là. Ce n'est plus l'enregistrement d'un réel fugace, mais c'est une autre forme de visibilité. Et une autre forme de visibilité qui vient d'où? Eh bien, qui vient d'un regard sur son corps, qui vient du codage militaire ou économique, qui vient de la base de données, qui vient du livre de compte, donc une visibilité nouvelle, d'un autre registre, qu'on va appeler logistique. Et je vais essayer de développer ça tout de suite. Donc, je conclue, si vous voulez, sur ce premier aspect, et cette question de la définition. L'image de jeu vidéo diverse ou ouverte en plein de régimes, mais elle-même composée de dispositifs extraordinaires composition. Alors, analysons maintenant cette question d'une bonne et de la production des images par cette machine particulière qui est l'antenne. Je vous ai mis ici, l'image, la première image. En 1962, par un petit groupe d'étudiants hackers, comme ça qu'ils s'appellent, au MIT. Cette image de Pékin, elle est importante parce qu'elle comporte les éléments clés, peut-être de la structure d'image, de cette structure d'image code. Qu'est-ce que vous avez dans cette histoire? Je vais vous aider à les repérer, ça peut-être pas évident. Ce n'est pas le jeu. Vous avez d'abord des éléments actionnables. Les éléments actionnables sont les deux petits vaisseaux qui vont s'affronter, qui sont chacun joués par un joueur, ce qu'on appelle le jeu. Aujourd'hui, la data, c'est-à-dire la zone privilégiée à l'écran, où se concentre le mouvement des joueurs. Et on voit ajouter un élément actionnable dans les collectifs, petite torpille des vaisseaux. Deuxième élément caractéristique dans cette image, vous avez des éléments non actionnables et qui se répartissent en deux régimes. Vous avez un élément actif qui est l'étoile centrale qui dans le système de Space-War va attirer les vaisseaux, je pense que c'est la bonne icône, et puis vous avez des éléments non actionnables qui sont actifs, qui sont les éléments décor, c'est le planétarium derrière, il y a toute une histoire absolument fabuleuse, mais que maintenant on va se raconter, qui sont ces petites étoiles qui sont dans le ciel noir de Space-War. Et ça, c'est de la vue d'image et de décomposition des images. Je crois que face à l'image de jeu vidéo, qu'est-ce qu'on cherche d'abord? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Eh bien, on fait ce travail de partage. Où est la zone d'actionnabilité? Où sont les éléments non actionnables actifs? Et les éléments qui sont de genre entièrement passifs. Alors, on change de régime d'image. On passe de Space-War, je fais un peu de clicker pour essayer de produire des hallucinations. Si je passe de Space-War à Super Mario Bros., eh bien, on retrouve le véhicule d'action, le petit personnage avatar de Mario qui est en bas, des éléments non actionnables directement mais qui sont actifs, ici le champignon, et en haut un élément de décor, le nuage, qui peut éventuellement devenir actif. C'est-à-dire que quand on explore certains nuages, on peut sauter dessus. Et quand on explore ce régime d'image, on va être à la recherche. On va être à la recherche de à quelle classe d'éléments appartiennent ces images. Et puis, cette fois-ci, je prends une image 3D. On parcourt le maximum de cette diversité, et c'est encore la même chose. Où est mon avatar? Où est ma zone active? C'est le flingue, cette fois-ci. Je suis cet homme flingue. Et puis là-dedans, il y a des éléments actionnables, sur les non actionnables, actifs, qui sont les différents ennemis, avec lesquels je peux interagir par les feedbacks, etc. Et il y a des éléments qui sont des éléments je ne pourrais pas transformer et que je ne pourrais pas modifier. Ce qui fait qu'on a une structure d'image qui est extrêmement particulière, qui est faite dans une logique de point and click. C'est-à-dire de cliquer pour essayer de trouver ce qui dans l'image s'actionne ou ne s'actionne pas, à travers les différents régimes. Ce régime, il est hérité. Je crois qu'il est hérité. Il est hérité d'autres dispositifs de vision antérieure, ce régime de décomposition, de visibilité totale et de décomposition. Je vous ai remis à gauche, vous voyez sans doute, je ne sais pas comment ça se passe, l'écran de Space-War, le premier jeu cette fois-ci qui fonctionne sur son écran d'origine. Et à droite, je vous ai mis des images qui sont des images du dispositif SAIG, le dispositif de la défense aérienne des États-Unis. Et peut-être que vous avez
que vérifiez que les écrans sont les mêmes. Et c'est normal, c'est le même écran. Et peut-être, si on zoomait, vérifiez que les pistes sont les mêmes. Et que les avions qui apparaissent sur le dispositif du site sont à peu près les mêmes que les avions qui apparaissent sur le dispositif du sport. C'est-à-dire que la forme de visibilité du site des jeux vidéo, elle vient en ligne directe de ces dispositifs, du complexe militaro-industriel ou du complexe militaro-académique et de la forme de visibilité qui va avec. C'est peut-être pas un hasard si Space War s'appelle Space War, c'est-à-dire la guerre pour l'espace. Le stage, c'est ce dont il s'agit. Il s'agit de Space War. Et vous pouvez voir aisément que la très grande majorité des jeux vidéo sont encore, on les appelle jeux vidéo, video games, donc on les appelle des Space War. Ils relèvent de cette logique de la guerre pour l'espace. J'essaie d'abord de penser pour nous. Je vous prends trop de retard et il faudra me couper sans doute violemment avec le livre. Si j'avance, cette question de régime des images, qui est une image à choix, évidemment, ça rentre en conflagration avec des éléments classiques de cinéma et avec. Alors, on donne deux échantillons ici. L'un métaphysique et psychologique chez Bazin. Bazin, un pionnier de la théorie du cinéma, avec la théorie du réalisme de l'image filmique, moins belle, des mêmes affaires. Et j'ai mis aussi un petit bout de Christian Metz dans la retraduction sémiologique la thèse. De quoi est-ce qu'il s'agit dans l'image filmique, dans ce noyau de théorie de l'image filmique? Il y a cette idée que ce qui caractérise encore l'image filmique, c'est la possibilité de restituer, ce que dit Bazin ici, l'ambiguïté du réel. Qu'est-ce que ça veut dire, restituer l'ambiguïté du réel? Ça veut dire que dans l'image filmique, il y a toujours plus que les intentions signifiantes qu'on a pu vouloir y mettre au point de départ. Il y a toujours plus que talent. Ce que dit Metz, le cinéma est un langage, mais pas une langue. Ou au-delà de la langue. On va créer des pouvoirs qui sont au-delà de la langue et ce rapport entre les signes et celui derrière, j'espère que vous le voyez suffisamment bien, la séquence d'introduction d'un film de Rossellini, le 46, qui s'appelle Paella, commenté, pas cette séquence-là, mais bref, je sais pas ça. De quoi il s'agit? On suit des arts sur l'image que je vous propose, on voit au départ défiler, arriver quelque chose. Il y a du mouvement dans l'image, flotte un corps, il se rapproche de nous, et quand il se rapproche évidemment, on voit qu'il y a 8 partisans. La partisan est avec. Deuxième partie, on a un travelling du assistant composé sur des spectateurs depuis la rive, et ces spectateurs regardent, et parmi eux, il y a, c'est pas, il y a quelques fascistes, quelques militaires, qui disent, à la fin, vous voyez partisans qui ont. Qu'est-ce qu'il y a de ça, cette image? Entends? Regarde. On a des micro-coupures de courant, puis ce matin, je pense qu'on a laissé ça. Je vois les lumières scintiller. Allez. Est-ce que tu nous entends? Tu nous entends, Mathieu? On t'entend, Mathieu, c'est bon. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, je reprends. Ce que je voulais dire ici, cette petite séquence, c'est que la langue, ici, les cellules dedans, c'est ce qui vient supprimer l'ambiguïté qui était à l'intérieur de l'image. Maintenant, demandez-vous que cette séquence filmique serait en jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on ferait? On chercherait à cliquer, on chercherait les éléments de signe, on cliquerait sur le partisan pour voir s'il est actionnable et si on peut en faire quelque chose. C'est-à-dire que cette dimension d'ambiguïté dans l'image, dans le film de Rossellini, qui est plus levée par la langue et par l'évolution de la langue, qui est du côté de la violence fasciste, si on la jouait en jeu vidéo, eh bien, on serait danger. Mathieu, si tu m'entends, recherche de la décomposition de l'image
et des éléments actionnels. Je dirais que De l'image créative, de cette différence assez radicale des pouvoirs d'imager et des pouvoirs de l'image jeux vidéo, un tout autre rapport aux images. Je vais très vite là-dessus. Chez Christian Metz, je parlais tout à l'heure du texte bien ailleurs, il y a une certaine description de l'état du spectateur, des images cinématographiques. Et il décrit cet état comme un certain état de relâchement. Quand je suis au cinéma, je fais quelque chose de très bizarre d'abord avec mon corps. Je vais me mettre dans une position qui est une position de retrait, d'immobilité quasi totale, dans le noir, dans un état qui est entre le sommeil et la veille. Et dans cet état-là, à ce moment-là, les images peuvent venir se projeter sur moi comme une sorte de quasi-rêve. La description. Et quand on rallume la lumière au cinéma, on a cette impression d'être réveillé, c'est ce que m'écrit Metz dans cette très belle citation, je reconduis ici, sur qu'est-ce que c'est que l'état fini. Bon, en jeu vidéo, manifestement, corrélé à cette structure d'image tout autre, nous avons un autre rapport, qui n'est pas un rapport de relâchement et de retrait, mais qui est un rapport de ce que j'appelle de l'affermement. Avec l'image de jeu vidéo, il y a toujours à faire. Et l'image, la mobilité de l'image appelle des actions en retour et une forme d'activité. Bon, on le voit, l'affairement, évidemment, si on n'agit pas, la plupart du temps, c'est le game over. On ne peut pas se permettre cet état de relâchement et de concentration. Parfois, on se permet. Dans certains secteurs du jeu, ou dans certains moments de jeu, ça ne nous exclut pas totalement. Mais la plupart du temps, nous sommes dans cet état vidéo. Qui n'est pas un état physique, qui n'est pas l'état du spectateur, mais un état d'action. J'en viens à ma dernière partie, qui porte précisément sur cette question des mouvements. Comment est-ce qu'on peut aller plus avant, dans la description de l'affairement et des transferts de mouvements. Eh bien, quand on observe des joueurs en train de jouer, là vous avez une image qui vient du travail que l'on fait avec les groupes de recherche d'espace, où on a des situations de jeux vidéo filmés. Des gens qui se filment, c'est une méthodologie qui vient de la linguistique interactionnelle, en situation, en train de jouer, et en même temps sur l'image, on attend la pas, et on a en même temps les mains sur le contrôleur, en même temps l'écran. C'est trois images mouvements, trois vidéos d'images mouvements qui fonctionnent ensemble. Et on peut regarder comme ça cette composition. Le fait premier de cette jeu vidéo, c'est un différentiel de mobilité. Là, le garçon qu'on voit à l'image est en train de jouer à Tomb Raider. C'est-à-dire qu'il manipule un corps autre qui est virevoltant, qui est d'une mobilité extrême, qui est glorieux, increvable, etc. Et il le manipule à partir d'une position qui est une position de passivité quasi maximale, c'est-à-dire avec une concentration de son propre mouvement dans les mains et dans le regard, dans les yeux. Donc au sein de l'image de jeu vidéo, ce différentiel radicalement, et cette partition, c'est non seulement mobilité, mais c'est aussi les espaces extérieurs que l'on parcourt à l'intérieur de chez soi, dans son salon, ou à le téléviseur, les espaces hostiles que l'on parcourt à l'extérieur, dans l'espace domestique. Enfin, c'est des éléments qui font le rapport à l'image, qui font fonctionner l'image. Ce que ça permet de voir, je crois, quand on regarde l'image du point de vue des compositions de mouvements qu'elle propose, ça permet, à mon sens, de résoudre ce qui est un des problèmes classiques que l'on pose en théorie des jeux vidéo, ou disons une interprétation qui est posée aux images de jeux vidéo, qui est la question des émotions. Et très souvent, il y a ce critère complètement idiot, qui est cette formule de Spitzer, qui dit quelque chose devient un art à partir du moment où il est capable de faire pleurer, c'est-à-dire capable d'atteindre le niveau d'émotion du mélodrame. Regarder les compositions de mouvement, ça permet d'aller en dessous et d'aller à un niveau infra dans la fabrique des émotions. Je crois qu'il y a des émotions qui sont liées aux images de jeux vidéo, qui ne sont pas simplement des émotions de haut rang, liées au personnage, liées à la fiction, liées à la représentation, mais qui sont des émotions liées simplement à cette composition de mouvement. Un exemple pour moi de cela, c'est le jeu Astéroïdes, qui est donc un des jeux d'arcade d'Atari, dans lequel le petit vaisseau central, ça ressemble à du Space War, détruit ces météorites en mouvement autour de lui, qui se fragmentent. Eh bien, dans cette image-là, quand on la joue, on a une composition de mouvement très particulière parce que
l'ensemble de l'espace du jeu est le produit de vos actions. Si vous avez tiré ou pas tiré, il y a la fabrication d'un labyrinthe mobile et qui reproduit quelque chose de votre corps, qui module les actions de votre corps, qui vous les renvoie par l'écran et auquel vous allez réagir pour avoir une forme d'émotion particulière, d'un rapport à l'image particulière, d'une image particulière, qu'on serait bien en peine de trouver ailleurs ou dans d'autres régimes. Comment est-ce qu'on peut penser cette composition de mouvement? Maintenant, je vais finir là-dessus. Deux instruments théoriques. D'abord, j'ai convoqué la théorie du cinéma depuis le début, beaucoup avec Thibault. Il y a un autre élément de théorie du cinéma qui me semble très opérant pour penser le rapport à l'image de jeux vidéo. C'est ce qui s'appelle la théorie des body genres, des films de corps, des genres de corps, chez Nina Williams. Si vous connaissez ces articles ou ces textes, absolument fabuleux. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il et comment ça peut s'appliquer aux jeux vidéo? Ces histoires de films de corps, genre de films de corps, chez Williams, ça s'applique à trois types de films. Trois types de films que d'habitude on ne pense pas ensemble. Ces trois types de films, ce sont le mélodrame, l'horreur et la pornographie. Qu'est-ce qui caractérise ces trois types de films? D'abord, une certaine forme d'individualité, évidemment. Ce sont des sous-genres, des genres que l'on prend avec des pincettes. Ne respectent pas la règle du regard joie, c'est-à-dire de la bonne distance vis-à-vis de l'image. Premier élément. Deuxième élément dans ces films de corps, évidemment, ce qui permet de penser sous cette étiquette-là, c'est qu'il y a, nous dit Williams, un transfert de mouvement spécifique dans ces films. Évidemment, que se passe-t-il? Il y a un transfert de mouvement parce que ce qui se passe pour les corps à l'écran passe sur les corps dans la salle. Le mélodrame, l'héroïne, c'est souvent des corps féminins qui sont mis en lumière et sadisés dans ce genre de film. L'héroïne pleure, la salle pleure. Dans le film d'horreur, l'héroïne crie de terreur et la salle crie de terreur à son tour. Dans la pornographie, l'héroïne ne jouit pas, fait semblant, et la salle éventuellement jouit. Donc c'est cette idée d'un transfert de mouvement entre les corps à l'écran et les corps dans la salle qui font cette idée des films de corps. Et puis après, il y a aussi un autre élément, c'est une reprise très intéressante, mais je vais passer là-dessus pour gagner un peu de temps, qui est la question des structures temporelles. Ça permet de comprendre une affinité fondamentale entre les jeux vidéo et certains de ces genres de films. En particulier, la question de l'horreur, on n'est jamais prêt à ce qui va survenir à l'écran. Qu'est-ce que c'est que les jeux vidéo sinon ces films de corps avec une dimension complémentaire, un dépassement du film de corps, dans lequel la mobilité à l'écran appelle des mobilités en retour dans le hors écran. Voilà, c'est ça qui fait l'image vidéo. Bon, j'essaie de passer vite pour en parler. Je finis là-dessus sur un élément qui est un élément de recherche tout à fait actuel, c'est des choses que je fais en ce moment. Comment est-ce qu'on peut analyser ça? Alors, vous voyez, c'est la dernière diapositive. Et c'est une non-image. Elle ne représente pas l'image. Pourtant, c'est peut-être la meilleure représentation de ce qu'est une image vidéo. Il parle d'évolution. Dans... Oui, pardon. Ouais, il faudrait que tu passes. Oui, il faudrait que tu remettes en écran. On n'a pas d'image pour l'instant. Voilà. Ah bon, vous n'avez pas d'image? Mais c'est donc, oui, par contre, ça passe très bien le son. Donc voilà. Ah, Voilà. Donc, tu peux lui mettre un peu l'image, après on peut mettre aussi du bon son. Et puis voilà, 50 minutes si tu veux. D'accord, je suis sur la dernière diapositive. Super, là on voit bien, super. Est-ce que tu vois l'image? On voit parfaitement, c'est super. Oui, parfaitement. La composition de mouvement, les corps arrêtés devant l'écran et les corps mobiles à l'écran, le astéroïde que je mentionnais avec ses émotions particulières de mouvement qu'on ne saurait pas décrire uniquement au niveau des représentations. L'héroïne dans un état extatique avant que la salle passe dans un état extatique. Et donc cette image de jeu vidéo qui n'en est pas une, qui est simplement l'évolution rythmique des appuis sur les contrôleurs dans une partie de Tetris Grandmaster. Comment il y avait cet enregistrement. Qu'est-ce que l'on voit? On voit quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire que là c'est un joueur expert, et donc on voit d'abord une augmentation de la fréquence des appuis sur les touches face à l'image. C'est
normal, le jeu accélère. Tetris, c'est un jeu, vous voyez à quoi ressemble la Tetris, c'est un jeu d'arcade, donc le jeu accélère au fur et à mesure jusqu'à devenir injouable et jusqu'à déborder notre capacité à répondre à son propre mouvement. Donc au départ, la courbe suit l'accélération du jeu, puis on a cette espèce de plateau, puis une redescente qui mène à la fin de la partie et au crash. Si on regarde un joueur non expert, un joueur non habitué, on a une courbe qui est une courbe d'emballement, c'est-à-dire une augmentation continue jusqu'à la déroute des appuis sur les contrôleurs. Là, ce que vous voyez avec le plateau, et au milieu de cette image, on voit la modulation. On voit la manière dont le mouvement du jeu, la vitesse du jeu, le rythme propre du jeu, est modulé par le joueur. Ici, qui est capable en quelque sorte de freiner, de ne pas être emporté et embarqué par le jeu. Et toute la zone ludique, elle est là. Elle est dans ce moment où je suis capable de moduler et de tenir le jeu, de le restreindre dans un rythme dans lequel on peut être ensemble avec lui. Alors voilà, qu'est-ce que c'est qu'une émotion d'image de jeu vidéo? C'est ce plateau, c'est cette courbe, ce sont ces petits patterns qui sont des patterns d'émotion. Quand on passe d'un moment de la courbe à un autre, dans des moments de bascule, il y a sans doute des effets comme ça de mouvement à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mes rythmes, à l'intérieur de la composition rythmique avec l'image, qui sont ces émotions. Comment est-ce qu'on pourrait les décrire autrement? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette émotion-là, si ce n'est ce genre de cours ou dans le sens rythmique? Il y a peut-être d'autres manières de les occuper. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des choses qui échappent au langage normal, des émotions de haut rang, des émotions de fiction, des émotions de rapport au personnage. Et on me dit toujours, mais pourquoi les jeux vidéo ne sont pas capables de faire ceci, cela, comme émotion de haut rang? Mais ils peuvent faire autre chose. Ils peuvent faire autre chose au niveau de l'engagement rythmique avec les corps. Voilà ce qui est, je crois, la spécificité de ces images de jeux vidéo. Si je résume, je conclus, un mode de composition spécifique des images, une très grande diversité des régimes d'images et une très grande diversité interne à la composition de ces images, avec des éléments archaïques qui ressurgissent dans la structure du jeu vidéo. L'élément qui tient sans doute ensemble ce régime d'images, c'est la question du code, la question de l'actionnabilité, cette structure en point and click, pointé, cliqué, recherché dans l'image, l'actionnable et le non actionnable, l'état d'affairement qui en découle. Et ensuite, dernier élément, si on veut décrire cet état d'affairement et les émotions qui lui sont propres, il faut essayer d'envisager, d'objectiver, comme on peut, il y a plein de méthodes pour le faire, essayer d'objectiver ces compositions de mouvement qui sont les émotions de jeux vidéo. Voilà, je vous remercie si vous êtes toujours avec moi. On t'entend très bien et un très très grand merci Mathieu.